Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, merci de suivre votre magazine de décryptage d'informations politiques. Aujourd'hui, on va poursuivre avec l'analyse, mieux le décryptage de grandes questions d'actualité. Les grandes questions, vous le savez, c'est d'abord la question qui concerne les consultations présidentielles, le dialogue, mais également cette dernière question qui défraie la chronique. Il s'agit de cette première plainte déposée par le chef de l'État en ce qui concerne la corruption, blanchissement d'argent, avec notamment certains gestionnaires de la Respublica. On va évidemment revenir sur toutes ces questions au cours de votre magazine de décryptage d'informations politiques. Et pour décrypter aujourd'hui, nous avons évidemment pensé recevoir un seul invité. Il s'agit de M. Momo Moulapou. M. Momo, bienvenue. Merci, bonsoir chers amis. Merci de nous donner de votre temps. Nous espérons être à la hauteur de vos attentes. Bien, on va tout de suite débuter ce magazine. Alors, M. Momo, la première question, elle concerne une évaluation. L'évaluation qui cadre avec les consultations présidentielles qui s'étaient élargies dans les provinces. Aujourd'hui, peut-on dire que ces consultations présidentielles ont réussi? D'abord, je me dois de remercier le chef de l'État qui a pensé répondre aux besoins des Congolais. Vous savez, ici chez nous, dans ce pays, l'opposition est habituée à lancer des boulets de feu dans l'eau, c'est-à-dire à tirer à vite. Mais cette fois, ils ont demandé les consultations. Et comme nous disions déjà après les consultations que le dialogue était permanent, le chef de l'État a voulu en savoir un peu plus. Parce qu'ils ont beaucoup crié dialogue, dialogue, dialogue. Alors il est allé au fond de la marmite pour voir qu'est-ce qu'il y avait. Alors, comme eux, ils croyaient que c'était un dialogue peut-être qui devait leur donner à eux la primeur, ils ont voulu poser des conditions. Or, il n'y avait pas de conditions. Le dialogue, c'est un dialogue. C'est dans le dialogue qu'il y a maintenant les conditions. Et les conditions, là, vous ne les voyez pas des conditions fondées? Non, elles ne sont pas fondées parce que, au fait, quand vous venez, moi je viens débattre avec vous. Je ne vous fixe pas un agenda. Hein? Je viens avec ce que moi j'ai préparé et vous venez avec ce que vous avez et je réponds justement à ce qui sont vos agendas. Je ne vous dis pas qu'avant que je me monte sur votre émission, écoutez, monsieur José, enlevez la veste noire. Avant que je monte sur votre émission, appelez Vinalo Hassani. Non, je voudrais voir sa grâce, le bishop Léonard Mateboué. Avant cela, non, ça, ce sont des futilités, des enfantillages. L'opposition, dans sa réflexion, vous ramène à l'accord cadre d'Addis Abeba. L'opposition, évidemment, celle qui veut le dialogue, vous ramène à l'accord cadre d'Addis Abeba qui parle des bons offices. Et pourquoi vous ne voulez pas... Qui est signateur de ces bons offices? Qui est signateur de ces accords cadres? C'est l'opposition. Vous comprenez un peu qu'il y a des folies, que les gens... excusez-moi que j'utilise le terme folie. Le terme le plus approprié, c'est mégalomanie. C'est de la mégalomanie. Quand les gens... Mégalomanie parce qu'ils font appel aux bons offices. Parce qu'ils non, la mégalomanie, c'est quoi? C'est commencer à rêver des choses auxquelles on n'a pas droit. Donc vous, José Mkendi, journaliste, à la RTIV, vous commencez à réfléchir comme monsieur le maire de la ville de Lubumbashi. Et vous donnez des ordres comme maire de la ville de Lubumbashi. Alors que vous oubliez que votre devoir s'arrête juste à la proposition. Et beaucoup de gens sont dans cet état des choses. Donc nos amis de l'opposition ont oublié que leur devoir c'était de proposer et d'attendre. Vous n'avez pas apparemment répondu à ma question, M. Momo. Laquelle? Les bons offices que l'opposition est en train d'évoquer et qui parle particulièrement de Martin Kobler qui doit évidemment selon cette opposition jouer un rôle de médiation et que ce dialogue pouvait y aller en belligérance. Martin Kobler n'a jamais été cité dans ces accords. Ce n'est que la proposition de l'opposition qui pense que Kobler peut jouer. Mais venez avec cette proposition aux consultations du chef de l'État. Venez le lui dire. Nous proposons que tel puisse venir.
Au fait, ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est que les gens veulent faire un dialogue en dehors du dialogue. Ils veulent se mettre loin derrière, commencer à crier et qu'on apprête les choses pour eux. Non. Les consultations, c'est un cadre dans lequel les Congolais se retrouvent et commencent à échanger. Nous disons aux Congolais, aux Katangais et aux Louchois, c'est que ces gens, excusez-moi les termes, sont irresponsables. Ils sont irresponsables parce qu'ils veulent une chose et son contraire. Ça veut dire quoi exactement? Ils veulent dialoguer avec la majorité et en même temps, ils veulent ne pas dialoguer en posant des conditions avant le dialogue. Le problème qui se pose là, c'est le niveau de format, M. Momo. Si vous avez bien compris, c'est que les opposants sont en train de réclamer. Écoutez, nous avons entendu les opposants dire qu'ils veulent que Kobler soit le médiateur entre les Congolais. Ça, c'est l'opposition qui veut. Mais elle veut ça où? De leur maison, de leur quartier général, de leur bureau de parti politique. Ils décident que nous voulons Kobler. Et ils lancent ça dans les médias. Ils veulent que le président gère le pays à travers les médias. Nous, quand nous venons ici aux médias, nous ne venons pas donner des ordres au président. Nous ne venons pas donner des ordres à l'opposition. Nous venons participer à la compréhension de la chose publique pour que les gens puissent se l'approprier. Et nos amis de l'opposition perdent de vue cette dimension là-bas. Donc, au lieu d'aller dans les médias pour faire du civisme, pour faire de l'éducation des masses, pour que nous puissions avoir une même compréhension de la réalité politique, nos amis de l'opposition, en lieu et place de cela, ils croient que les médias deviennent maintenant les lieux d'administration de la chose publique. Que dire alors de ceux qui ne veulent pas du dialogue? Je parle de l'UNC et alliés qui, eux, pensent qu'il faut aller directement aux élections sans dialogue. Le dialogue constitue pour eux, évidemment, une autre forme de glissement. Non, mais écoutez, ces gens, les Congolais les connaissent, encore une fois de plus. Les Congolais les connaissent. Le leader de l'UNC, en 10 ans, il a changé 5 ou 6 positions. 10 ans, il a changé 5 ou 6 positions. Et malheureusement, même le petit temps qu'il a passé au Parlement, il a fait un gros fiasco, étant le seul président du Parlement à avoir fait voter 19 lois en 3 ans. Donc, vous comprenez, les Congolais les connaissent, ils savent que ces gens-là... Parlons de sa position par rapport au dialogue. Parce qu'il faut aller directement aux élections. Nous disons... Ce qui est proposé... Il y a eu des élections en 2000... constitue un glissement. Il y a eu des élections en 2006. Nous prenons l'argument de l'UDPS. Il y a eu des élections en 2006. Celui qui a perdu, il a fait recours aux armes pour essayer de faire valoir des droits. Il y a eu des élections en 2011. Celui qui a perdu, il a fait recours aux stratagèmes politiques pour essayer d'obtenir qu'on l'arrête, qu'on fasse ceci. Malheureusement pour lui, on n'a pas répondu à cela. Donc, qu'est-ce que nous voulons? Nous savons qu'en 2016, il y aura élection. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est que nous ne connaissons pas la qualité et la trempe de celui qui sera élu par les Congolais. Comme nous ne connaissons pas la trempe de celui qui sera élu par les Congolais, nous ne pouvons pas lui mettre entre ses mains un pays dans lequel les gens se donnent des droits de prêter serment dans des chambres à coucher, dans des jardins, dans des garages, de faire ceci, cela. Et vous pensez qu'avec le dialogue, tout cela sera réglé? Oui. Pourquoi? Parce que nous allons remettre sur la table les principes démocratiques simples. Nous allons aux élections pour nous battre, pour gagner. Et quand il y a des fautes, quand il y a des fraudes, il faut les documenter, il faut en faire une affaire juridique et judiciaire. C'est là la peur de l'UNC et qu'on soit allé là-bas, on fait l'autopsie finalement. Si les participants décident qu'il y ait par exemple un gouvernement de cohésion nationale pour préparer les prochaines élections, et évidemment il y aura glissement de ce moment. Écoutez, nous allons au dialogue pour parler élection. Si en parlant élection, il se fait que les forces vives de la nation veulent de votre mot là que vous dites glissement, ce n'est pas à notre demande. Nous soutenons le calendrier de la CENI. Et vous soutenez également le délai constitutionnel. Et nous ne sommes pas oui, nous soutenons le calendrier de la CENI et le délai constitutionnel. Et nous ne sommes pas demandeurs d'un mandat supplémentaire. Nous ne sommes pas demandeurs. Vous voulez dire que la majorité présidentielle est prête à présenter un autre candidat aux prochaines élections, c'est ça? D'abord, est-ce que la majorité doit présenter un autre candidat?
Parce que le président de la République actuelle s'est présenté comme indépendant. La majorité l'a soutenu. La majorité peut aussi soutenir un candidat. Donc il ne faut pas prendre les choses et les amoindrir au point où ce sont simplement certaines manières de voir et de penser qui doivent prévaloir dans ce pays. Donc je voudrais ici profiter de votre tribune pour appeler les Louchois et les Katangais à arrêter d'écouter ces prêcheurs dans les déserts qui passent dans les médias pour vous mentir et essayer de vous manipuler. Le président qui a entendu que les gens voulaient le dialogue a ouvert sa porte, excusez-moi, a ouvert sa porte pour les écouter. Mais comme ces gens là-bas, ils n'ont pas de la matière pour discuter avec des gens qui aiment réellement le Congo, ils préfèrent le faire dans les médias. Et puis quand vous voyez c'est quels médias ils le font, ils vont le faire en Occident. Alors, ils vont le faire dans des ambassades de pays qui ne nous aident pas. Par rapport à ces divergences de vues qui tendent à persister, quelle est la meilleure voie de sortie pour concilier le point de vue et qu'il y ait un dialogue réussi? C'est le dialogue. Avant le dialogue, parce qu'il y a certains partis qui ont boycotté ce dialogue. Mais vous risquez de tenir un dialogue ils ont boycotté inclusif, qui sera exclusif en quelque sorte. Non, écoutez, la solution pour nous, c'est que quel est le problème qui préoccupe les Congolais, on en parle publiquement. La solution, ce n'est pas d'embrigader tous les Congolais comme dans l'armée pour dire tous vous venez, si vous olingate, aux Ali Nakati a un père. Non. Aux Ali Nakati a dialogue. Il n'y aura pas de olingate pour être dans la Katia dialogue. Il y aura la discussion des problèmes qui sont congolais. Parce qu'au fait, la réalité, c'est que c'est nous les Congolais qui voulons à la fois le beurre et l'argent du beurre. Donc ça veut dire que nous devons apprendre que quand on a par exemple un morceau de viande et qu'on a besoin d'argent, on doit céder le morceau de viande et prendre l'argent. Ou on gagne ce morceau de viande, on le mange et on n'a pas l'argent. C'est ça la discussion avec l'opposition. L'opposition veut gagner des élections, mais ils veulent dormir chez eux, ils veulent tout, ou soit venir remplacer la CENI, ou soit être élu. Or, quand on est membre de la CENI, on n'est pas candidat. Et ils disent, nous voulons faire l'expertise de quoi? Les serveurs centrales. Qui? Dans quel pays? Le fichier évidemment. Dans quel pays? Ils ont besoin de garanties. Dans quel pays ça s'est fait? Peut-être que les urnes, entre guillemets, dans quel pays? Seraient bourrées bien avant les Dans quel pays ça s'est fait? C'est que l'opposition demande au Congo. Ce sont des choses, excusez-moi le terme, dénuées de tout fondement, dénuées de toute intelligence. On ne peut pas céder les serveurs de la CENI à qui que ce soit, qui il devient pour prendre. S'il veut. Par exemple, je peux prendre le cas de l'UDPS. Aujourd'hui, ils remettent encore sur la table l'affaire du serveur. Quand la CENI avait besoin d'un vice-président ou d'un trésorier venant de l'UDPS afin que celui-là soit tout près du serveur pour constater ce qui se faisait au serveur, ils ont fui. Ils ont été incapables. Ils avaient des exigences en ce moment qui n'ont pas été... Non, mais il y a... la dernière fois. On n'exige pas quand on n'a pas le pouvoir. Quand on est opposition, on a le devoir de proposition. Et on fait aussi le contrepoids, M. Momo. Le contrepoids, ça ne veut pas dire le remplacement des institutions ou des décisions gouvernementales. On doit proposer. L'opposition, ce n'est pas seulement au Congo que ça existe. Pourquoi partout ailleurs ils ne font pas ce qu'ils demandent? Pourquoi ils n'exigent pas des dialogues? Pourquoi ils ne font pas, ils n'exigent pas? Quand on vous dit qu'il y a un poste à pouvoir, venez prendre votre poste. Vous dites non, moi je refuse. Et à la fin vous dites j'ai été exclu. Monsieur Momo, peut-être le tout dernier point avant qu'on parle de l'autre point, qui parle de cette première plainte déposée par le chef de l'État dans ce registre du dialogue. Vous pensez que les points qui peuvent être inscrits à l'ordre du jour, si jamais le pouvoir en place parvenait à trouver un terrain d'entente avec l'opposition, est-ce que disons, les litiges, les contentieux électoraux de 2011 peuvent être évoqués? Parce que l'UDPS en parle toujours. La RDC est un pays juridiquement organisé, chers amis, chers téléspectateurs. Imaginez qu'un dossier administratif auprès de la CENI est vidé par la CENI avec les plaintes de l'UDPS et des autres partis prises en compte. Ceux qui ont été lésés, réhabilités, tout est arrangé au niveau de la CENI. Il quitte la CENI. Il va auprès des cours et tribunaux.
notamment à la Cour suprême. L'UDPS n'était pas à la Cour suprême, c'est plutôt M. Kamere qui était parti. Nous parlons de l'opposition. Allez-y. Nous ne sommes pas une république udépécienne. Nous ne sommes pas une république particulière. Alors, qu'est-ce que nous avons remarqué avec nos amis? Ils arrivent auprès des juges. Les juges acceptent certains dossiers, déboutent certains dossiers. 5 ans après ou 4 ans après, vous venez vous dites il y a contentieux. Où avez-vous introduit les dossiers? Vous ne voyez pas que ça ne va pas marcher avec le dialogue parce que parmi les points que l'UDPS veut traiter dans le dialogue, c'est mais c'est là, justement ce que j'ai dit, c'est un problème de cerveau. Et pourquoi n'est pas adopté le plan proposé par Kamere aller aux élections uniquement au lieu de rester dans des divergences de vues qui risquent de ne pas trouver solution? Écoutez, c'est lui qui a commencé avec le dialogue, c'est l'UDPS qui a demandé le dialogue. Kamere, ils ont commencé à appuyer l'UDPS. Maintenant qu'ils ont vu que le président de la République répondait positivement à l'UDPS, eh bien, les Kamere ont vu que l'UDPS prenait de l'importance. Par jalousie contre l'UDPS, ils ont dit non. Ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas d'argument. La position de l'UNC, c'est une position par jalousie. Oui, simplement. Parce que l'UNC veut prévenir qu'il n'y ait pas glissement en 2016. Quel glissement? D'abord, le terme glissement qu'il a imaginé. Vous êtes journaliste. Excusez-moi, j'ai vous pensez que c'est un terme imaginaire? C'est un terme imaginaire. Ça veut dire le non-respect du délai constitutionnel, M. Momo. C'est un terme imaginaire, mon frère. C'est un terme imaginaire. Hein? Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a rien, il n'y aura pas de glissement. Ça n'a jamais été une demande de la majorité. Ça n'a jamais été une demande du candidat Joseph Kabila de 2011 ou de 2006. Lui qui ne sera pas candidat en 2006. Il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Le président de la République, il est le garant de la Constitution. Pour assurer que les élections vont avoir lieu, même si l'UDPS aujourd'hui et les autres formations résistent évidemment par rapport au format du dialogue, c'est ça? Écoutez, que l'UDPS vienne au dialogue ou ne vienne pas au dialogue, si le président estime que les préoccupations soulevées par les Congolais sont fondées, le dialogue aura lieu. Le dialogue sera public et comme nous disions avec Aubin Minakou lors des concertations, que tous ceux-là qui ne participent pas au dialogue, ils vont y participer même de l'extérieur, en criant. Vous voyez, ils ne vont pas aux consultations du chef de l'État. Et les décisions, les recommandations ne vont pas les concerner. Nous l'avons vu aux concertations. C'est faux. C'est faux. C'était une série de concertations, en quelque sorte, où les autres partis majeurs de l'opposition ont boycotté. Le gouvernement national qui est constitué là, actuellement là-bas, il gère l'UDPS, il ne le gère pas. Il gère l'UNC, il ne le gère pas. Vous insinuez quoi? J'insinue que les zones de défense qui ont été formées à la suite des concertations, les amnisties qui ont été formées à la suite des concertations, toutes ces choses là-bas concernent aussi bien l'UDPS, l'UNC, ainsi que tous les autres partis. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que vous n'avez pas à vous plaindre. Quand un dialogue il est public, il est convoqué par l'autorité compétente, c'est-à-dire le président de la République, ce dialogue il est valide. On n'a pas besoin d'un tel ou d'un tel. Si c'est tel là-bas, sait qu'il est concerné, il viendra, il va demander sa place et il l'aura. Donc vous devez éviter d'avoir une république avec des super congolais. Hein? C'est un peu même votre deuxième question là-bas. C'est un peu ça, il n'y a pas de super congolais. La république c'est la même république pour nous tous et nous tous nous avons les mêmes devoirs. Et on en parle. Le chef de l'État a donc déposé la première plainte. Évidemment une plainte qui parle de blanchissement d'argent, corruption dans la gestion de la chose publique. Certains noms ont été cités, nous ne voudrions pas y revenir. On va évidemment parler de l'impact de ce geste posé par le chef de l'État. Est-ce qu'il y en aura? Est-ce qu'il y en a, M. Momo? D'abord, la première des choses, c'est que le président de la République ne peut pas porter plainte. Alors, le président de la République, c'est le garant de la nation. Quand le président de la République est atteint, le procureur réagit sans que le président le lui demande. Mais est-il que les Congolais, dans leur diversité, ont chacun sa manière de voir les choses? Il y a certaines lettres qui, normalement, devraient être adressées auprès du procureur général de la République, qui devrait en prendre forme.
Mais les gens, au lieu d'adresser leurs clameurs, leurs lettres, leurs déclarations, leurs dénonciations auprès du procureur général, ces gens là-bas font ces déclarations là-bas, ils les écrivent, ou ils font leur dénonciation en s'adressant au chef de l'État. C'est une information, c'est-à-dire que quand les Congolais écrivent au chef de l'État pour lui faire part des choses qu'ils voient qui ne vont pas bien, il est du devoir du chef de l'État de faire suivre cette information auprès du parquet général qui peut-être ne l'avait pas, et même si elle l'avait et qu'elle trouvait que cela était inopportun de faire les poursuites ou de faire des enquêtes, à ce moment-là, ils se rendent compte qu'il y a des Congolais qui s'en plaignent. Et que si le président ne le faisait pas, il y a risque qu'il y ait déni de justice ou corruption passive. Parce qu'en fait, la corruption passive, telle que certaines personnes l'évoquent, c'est que le président, non, toute personne au courant d'une corruption et qui tait la chose à ce moment-là, on peut l'accuser de participer à cette corruption par son silence. Donc le président de la République ne peut être ni passif, ni faire quoi, et ne peut même pas porter plainte contre ses citoyens. Alors, s'il ne peut pas porter plainte contre le citoyen, c'est le conseiller qui est allé avec les documents au niveau du procureur. L'interprétation que certains font, c'est que la plainte proviendrait du chef de l'État. Comment expliquer à fond aux téléspectateurs que cette plainte ne vient pas du chef de l'État? Mais écoutez, le président de la République, ce n'est pas seulement l'individu du président. C'est aussi, oui, c'est tout un organe, c'est toute une institution. Donc, le président de la République, à ce moment là-bas, son bureau là-bas, il a un secrétaire général, il a il a des directeurs, non, en dehors du personnel politique, il a des personnels administratifs. C'est-à-dire que quand vous écrivez au président de la République, eh bien, vous vous adressez à tous ces gens là-bas. Ces gens là-bas fonctionnent concomitamment, mais aussi interdépendamment. C'est-à-dire qu'ils ont un certain degré d'autonomie et aussi un certain degré de dépendance par rapport à la personne du président de la République. Et quand il y a des dossiers qui demandent à ce qu'il y ait des suites du procureur général, eh bien, à ce moment là-bas, ces dossiers sont transmis auprès du procureur général. Je crois qu'avec la création du poste du conseiller spécial en matière de lutte contre la corruption, c'est à ce moment-là, dans ce cadre-là, qu'il récupère cela, qu'il médiatise cela, pour que les Congolais comprennent que de tout ce temps ici, le président le fait toujours, mais comme à son habitude, il préfère travailler que parler. Alors, cet acte qui est évidemment tombé fait réfléchir beaucoup de Congolais par rapport à son intérêt. Est-ce que c'est finalement une lueur d'espoir pour la lutte contre la corruption? Oui, écoutez, il y a beaucoup de gens ici à Lubumbashi et ailleurs en République démocratique du Congo qui vous disent, comme moi, je parle ici au nom de mon parti que je défends, et puis je vous dis que non, écoutez, j'ai été avec tel, il a dit, j'ai été avec tel. Écoutez, il y a beaucoup de gens qui font ça s'appelle trafic d'influence, et certains le font même au nom du chef de l'État. Je me rappelle qu'il y a un pasteur qui a fait de la prison à Kinshasa, pour ce genre de quoi, à peu près 3 ans de prison pour ce genre de pratique. Donc il y a beaucoup de ces gens là-bas qui, quand ils font des choses, je me rappelle quelqu'un avait écrit une lettre ou quelqu'un, on vient lui parler, et quand on vient lui parler, il vous dit non, attendez, j'appelle le chef de l'État. Donc un peu pour vous impressionner. Trafic d'influence. Voilà, il y a ce genre de choses. Les gens vous disent, moi-même, quel que soit ce que je fais, je ne crains rien. Dans un pays organisé comme le nôtre, tout le monde craint la loi. Parce qu'aujourd'hui, tu peux te cacher, mais dès que les évidences arrivent auprès du système judiciaire, eh bien c'est dedans. Il n'y a pas, et ce travail qui est en train d'être fait par Luzolo Bambilesa, vous le voyez comme étant un travail qui peut booster, en quelque sorte, permettre à l'État congolais de pouvoir récupérer les dus qui seraient un peu éparpillés? Écoutez, d'abord, une première chose, c'est que ce travail, en le médiatisant, il fait 2 choses. 1, il fait craindre. 2, il incite. Donc il incite les Congolais à davantage comprendre que ça ne sert à rien de s'enfermer dans de magouilles, dans l'attribution des marchés de gré à gré,
Donc vous désignez tel marché, je donne à tel. C'est pas comme ça que ça se fait dans un pays démocratique comme le nôtre. Il y a des plans qui doivent être faits, il y a des administrations qui doivent être respectées. Et quand Louzo Bambilesa est en train de le faire, il le fait pour le bien du pays. Ne serait-il pas aussi une arme pour faire face ou pour faire peur aux autres acteurs politiques, M. Momo? C'est ça le Congolais. En fait, quand il manque les arguments, il dit qu'on m'attaque, on m'en veut. Quand il manque à dire, il dit je vais prendre des dispositions. Quand on manque à répondre sur le fond, les Congolais préfèrent transformer. Il y a beaucoup de gens déjà, dès qu'on a sorti les choses, oh, Kabila en veut à tel. Kabila en veut à tel. Le président de la République ne peut pas en vouloir à tel ou tel. Parce que la plupart de ces tels là-bas, ou même tous ces tels là-bas, pour être là où ils sont, c'était sur sa désignation, sur sa demande. Et parfois, même quand ils étaient désignés par le chef de l'État pour être à tel ou tel poste ou compétir pour tel ou tel poste, eh bien, ils étaient incapables de compétir sans que le président ne négocie avec leur challenger pour obtenir, n'est-ce pas, que certains candidats puissent, n'est-ce pas, se résoudre à laisser la place à d'autres afin d'avoir une majorité unie, commune et qui nous fait marcher nous tous ensemble. Ils oublient ça. Monsieur Momo, on va chuter par une autre question, c'est une question d'actualité, la question concerne le découpage. Et finalement, les commissions qui ont été nommées pour le travail, apparemment, n'ont pas travaillé. Au jour d'aujourd'hui, peut-on dire que ce découpage, selon ce qui a été prévu au départ, peut être appliqué dans les jours qui restent? Mais écoutez, mon frère, c'est comme si vous ne vous rendez pas compte que quand le procureur général n'a pas fait ce que le président a reçu comme plainte, il a été informé. Si les parlements provinciaux ne font pas ce qu'ils doivent faire, ainsi que les gouvernements provinciaux, c'est simple, on va désigner. Ce pays est quand même dirigé. Et la désignation, vous pensez que c'est mode constitutionnel? Écoutez, parce que c'est pas prévu dans la Constitution de nommer des gouverneurs. La Constitution est faite pour organiser la vie de la nation. Elle n'est pas faite pour bloquer la vie de la nation. Quand les gens se servent de la Constitution pour bloquer la vie de la nation, le chef de l'État a encore des prérogatives extra-constitutionnelles qui consistent aussi à diriger par décret. Ça veut dire par décret, quel sera l'avenir de cette constitution? Parce que si, dans le cadre du découpage, on parvient à nommer des gouverneurs, par exemple, ce n'est qu'un exemple, alors, quel sera l'avenir de cette constitution? La constitution sera bel et bien respectée. En fait, lorsqu'on nomme des gouverneurs... En même temps violé, c'est ça? Non, il n'y a pas de violation. C'est-à-dire que la constitution a exigé des lois d'application de l'article 2. Dans l'application de cet article 2, il se fait qu'il y a des gens qui, se servant de leur positionnement, ne veulent pas faire suivre la loi telle qu'elle a été édictée par les législateurs. Et bien à ce moment-là, le président décrète. On saute une étape. Ce sera juste une transition de 4 à 5 mois où des gouverneurs vont agir en toute légalité, parce que couverts par les décrets présidentiels. Et à ce moment-là, on arrive aux élections. Les parlements élus ne vont pas se retrouver encore comme au Katanga, à Lubumbashi. Les parlements élus vont directement rejoindre là où sont leurs gouverneurs et ils élisent des gouverneurs. À ce moment là-bas, la machine marche. En fait, ne vous inquiétez pas, ce pays n'est pas non dirigé, c'est un pays qui est dirigé. Monsieur Momo, vous pensez que tout ce que vous expliquez, apparemment c'est sur le plan théorique. Sur le plan pratique, vous pensez que les infrastructures sont disponibles le jour d'aujourd'hui? Écoutez, quand on a eu un premier gouverneur ici, il est siégé dans les petits locales. Vous voyez la mairie. À côté, il y a un petit local de 2 ou 3 pièces. C'était ça, le bureau du gouverneur. Le premier bureau du gouverneur. Donc aujourd'hui, il y a plus que ça, partout. Même là où on dit qu'il n'y a rien, il y a plus que ces petits bâtiments là-bas. Là, c'est une précipitation, vous donnez la raison. Il n'y a aucune précipitation. Il y a eu mauvaise volonté. Par contre, préparé. Il y a eu mauvaise volonté. Les gens, les Congolais, excusez-moi mes frères, mais vous nous avez prouvé tous que vous êtes plus partisans de la méthode de dictature. C'est-à-dire que quand on ne vous dit pas faites, vous ne savez pas lire la loi et la respecter. Hein? Tous les gouvernements provinciaux actuellement sont dans ce cas là-bas. Mis à part, je crois, la province orientale où le gouverneur a essayé de faire aussi autre chose, aussi en dehors de la Constitution, mais tous les gouverneurs n'ont pas respecté
ce qui est dans la Constitution. Parce que quand la Constitution donnait les 36 mois pour la préparation, eh bien, l'argent venait de Kinshasa. Et cet argent là-bas, c'était le gouvernement provincial de le destiner à des travaux spécifiques. Mais ils n'ont rien fait. Donc nous n'allons pas rester à ne pas respecter... Je ne pense pas qu'il y a eu la retenue, par exemple, la source de 40% qui est aussi constitutionnelle, qui pouvait à son temps permettre à toutes les provinces de la RDC d'intensifier les travaux à l'intérieur du pays. Beaucoup de gens utilisent ce mot là-bas, retenu à la source de 40%. Aucune disposition constitutionnelle telle qu'elle est n'a été appliquée avant d'avoir été codifiée dans une loi d'application. Et les 40% dont vous venez de parler, venaient de passer dans la loi de péréquation qui a été votée. Parce qu'en fait, quand on parle de 40%, les gens oublient que dans les 40%, les médecins sont payés, les policiers sont payés, les agents du développement rural sont payés, les agents de l'agriculture sont payés. Il y a beaucoup de choses que les 40% là-bas doivent faire que les provinces n'ont jamais commencé à faire. Alors, en attendant qu'on organise toutes ces choses, au lieu de s'occuper d'organiser... Mais aujourd'hui, c'est depuis que la Constitution est d'application, c'est 40% traînait toujours à Kinshasa. Non, ce n'est pas qu'ils traînaient à Kinshasa. Kinshasa les utilisait en lieu et place de province. Parce que les provinces devaient payer les médecins. Les provinces devaient payer ceci. Devaient faire fonctionner les hôpitaux. Mais les provinces n'ont jamais voulu faire un pas dans la récupération. C'est-à-dire que les gens voulaient l'argent pour manger, pas pour servir ce qu'il fallait. Parce qu'on leur a décentralisé les services de développement rural. Moi, j'ai pas mal de frères qui travaillent au développement rural. Ils ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés à l'agriculture. Les policiers, ce n'est pas les provinces qui les payent. Donc, toutes ces choses là-bas, ce sont des choses qu'il fallait inclure dans les 40%. Les 40%, ce n'est pas les discours qu'on va faire sur la place de la Poste ou sur n'importe quelle place. 40%. Au fait, il faut expliquer que techniquement, les 40% avaient une destination. Et ces gens-là qui vous disent 40%, ils n'ont jamais été prêts à donner cet argent à cette destination là-bas. C'est pour ça que l'État souverain au niveau de la nation a dépensé cet argent pour servir ces fonctionnaires là-bas un temps soit peu. Et techniquement, vous l'avez dit, vous donnez ces explications. Techniquement, aujourd'hui, la RDC est-elle prête à avoir évidemment ces 26 provinces? Oui. Comment? Plus que jamais. Vous n'avez pas été avec nous au forum du là-bas. Allez-y. C'était une grande messe où les gens se sont bousculés. M. Momo, par rapport aux autres provinces du pays. Mais oui, je vous donne un exemple. Vous m'en donnez le vôtre peut-être. Mais je vous dis. On n'est qu'un cas, M. Momo. Mais je vous dis qu'à Kalemi, il y a même des gens qui se promènent à Kalemi avec des prétendus décrets d'avoir été nommé gouverneur de Kalemi. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas seulement le roi là-bas. Oh, le Mami, allez à Kamina, allez à Kanyama. Les gens ne veulent pas entendre parler du Katanga, excusez-moi le terme, unilatéral de Lubumbashi. Parce que ce qui se passe à Lubumbashi, unilatéralement, c'est que l'argent que nous recevons de Kinshasa, c'est l'argent pour le Katanga. Mais moi, chez moi, à Dilolo, je n'ai pas vu l'infrastructure de cet argent là-bas. Mais ici à Lubumbashi, c'est la raison pour laquelle vous voulez être proche. Nous voulons rapprocher notre administration de gouvernement. Vous n'avez pas peur d'un certain déséquilibre dans il n'y aura aucun déséquilibre. Par rapport aux autres coins qui sont déjà beaucoup plus avancés. Je vais vous poser une question, monsieur José. C'est moi qui vous la pose, monsieur Momo. Merci beaucoup, mais quand je vous pose cette question, c'est que la réponse est évidente. Je veux vous dire, par exemple, le gouverneur de Maniema, vous l'avez déjà vu venir chez vous mendier? Donc personne n'est en retard. Chacun doit faire de son effort pour avancer. Il n'y a aucune province qui va mendier. Il n'y a aucune province qui sera en retard. Toutes les provinces seront en marche. D'autres peut-être un peu facilitées, d'autres moins facilitées. Mais la caisse de péréquation qui venait d'être votée par le Parlement va fonctionner pour que tout le monde reçoive ce qu'il lui doit. Monsieur Momo, pourquoi toutes ces réformes pendant ces temps? Pourquoi? Ce pays était peu ou pas gouverné, ou gouverné unilatéralement à partir de Kinshasa. Les Congolais l'ont compris, ils ont refusé l'unilatéralisme de Kinshasa et ils ont aussi refusé l'unilatéralisme de Lubumbashi. Parce que pour arranger une route de Kolwezi, il fallait que la décision vienne de quelqu'un à Lubumbashi. Pour arranger une seule avenue, en 8 ans de gouvernement provincial, une seule avenue a été asphaltée à Kamina, eh bien, il fallait que la décision vienne de Lubumbashi.
pour asphalter une seule avenue à Kalemi. Il fallait que la décision vienne de Lubumbashi. Ce sont des choses qui créent des frustrations et nous, les acteurs politiques, nous sommes chargés d'arrêter les frustrations dans les cœurs des Congolais afin qu'ils aient davantage envie de travailler à la construction de ce pays. Alors, M. Momo, on va chuter. Nous vous accordons à présent 2 minutes pour un résumé. Vous donnez votre position par rapport au dialogue, consultation présidentielle et finalement la question concernant le découpage. Bien. Par rapport au dialogue, je dis d'abord que le président de la République n'est pas le demandeur. Je dis, le président de la République n'est pas le demandeur du dialogue, mais en toute responsabilité, il écoute. Il lit, et quand il a entendu qu'il y a beaucoup de gens qui les réclament, y compris dans la communauté internationale, et nos partenaires miniers, ainsi que tous les autres partenaires multilatéraux, pour sécuriser tous ces gens là-bas, à l'approche des échéances électorales, il a ouvert la porte. Donc, le président, en faisant ces consultations, c'est une ouverture de la porte pour que tout le monde s'exprime. Vous avez vu vous-même que ces gens ont refusé de venir parler, préférant crier sur RFI, sur VOA, sur BBC, que moi, et même au Capi, que moi, je mets tous dans un sac comme des radios d'occupation et d'intoxication des Congolais. La porte était ouverte au palais de la nation. Au lieu d'aller rencontrer leurs frères, ils ont préféré aller parler aux gens qui ne sont pas congolais et qui ne sont pas concernés. Alors, nous vous demandons, lorsque vous devez donner des responsabilités, regardez. Maintenant, pour ce qui est de découpage, je vous dis que le train est en marche et il ne recule pas. Que les gouvernements provinciaux refusent d'obtempérer ou de faire le travail qui est le leur, que le Parlement ne s'exécute pas en allant siéger chacun dans sa province, eh bien, cela ne va rien changer au processus. Le processus est bel et bien en marche. Nous allons dans les nouvelles provinces et nous allons très bien les gérer au bénéfice de tous. À ce moment là-bas, le gouverneur du Haut-Katanga ne va plus s'embarrasser de mes frères qui sont à Kalamba et ceux qui sont à Ilengouloube. Il va s'occuper davantage de Kassangiri, il va s'occuper davantage de Masenga, il va s'occuper, ce sera réellement un gouverneur proche de ses administrés. Voilà, madame et monsieur, ce magazine se referme. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve dimanche prochain avec le même plaisir de vous servir. Au revoir.